Charlotte Valandré, de son vrai nom Anne-Charlotte Pascal, est née le 29 novembre 1968 dans le 12e arrondissement de Paris. Son père est un ingénieur d'origine bretonne. Sa mère, elle, est pianiste. Son grand-père maternel était un luthier français réputé. 5 ans après la naissance de Charlotte, la famille accueille une seconde petite fille. Charlotte grandit dans une famille aisée, artistique et aimante, mais elle va peu à peu se sentir étriquée au milieu de cette bourgeoisie qui ne lui ressemble pas. Charlotte grandit et devient une gamine espiègle qui aime passer ses vacances à Pléneuf-Valandré, une station balnéaire familiale des Côtes d'Armor. À l'école, ses professeurs disent d'elle qu'elle est une gamine très douée mais insolente. Dans son livre L'amour dans le sang, publié en 2005, elle décrit son enfance ainsi. Enfant, j'avais tous les droits. La permissivité de mes parents m'a rendue sauvage, sans limite, sans peur, égocentrée, immortelle. Je garderai cette conviction d'immortalité toute ma vie. Elle me rendra trop sûre de moi. Il me sauvera aussi. Charlotte développe en grandissant un rapport particulier avec son père, qui se reflètera dans ses relations amoureuses avec les hommes. Je devais partager mon père avec ma sœur. Alors j'ai préféré chercher ailleurs cet amour qui m'échappait un peu. Alors j'ai compensé, commencé à rêver ma vie. Je l'ai peuplée de princes que je cherchais chaque jour. Pas de critères physiques particuliers. Si, un seul. Qu'il ressemble à mon père. Alors qu'elle effectue sa seconde au lycée Paul Valéry à Paris, elle envoie pour s'amuser une photo d'elle à une agence de casting qui recherche des jeunes acteurs pour le nouveau film de Robin Davis intitulé Hors la loi. À ce moment-là, elle n'a aucune envie de faire du cinéma. Son rêve à elle, c'est d'être pilote de chasse ou inspectrice de police. Mais son visage de poupée au regard hypnotisant va retenir l'attention des casteurs. 2 semaines après avoir envoyé sa photo, sa mère reçoit un coup de téléphone. Les producteurs veulent la voir. Charlotte décide alors d'y aller. De toute façon, elle n'a rien à faire ce jour-là. Charlotte se rend donc à l'adresse du casting et découvre que le directeur est Dominique Besnéard, un très grand producteur de cinéma français. Il lui pose des questions sur sa vie, sur ses passions, sa famille, ses projets de vie. Elle voit l'intérêt naître dans son regard. Je vois la caméra, elle ne me dérange pas. C'est un œil de verre, un œil de plus qui me regarde. J'aime l'attention portée sur moi. Je me sens plus vivante, plus intéressante, un peu aimée. Au fond, j'aimerais bien leur plaire. Pascal, 15 ans, 1m59, 344, 26, 46. Alors t'as quel âge? 15 ans? Ouais. T'es au lycée? Bah ouais. Dans quelle classe? Seconde, Seconde, ah oui, y a pas de seconde. indifférencié. Et tu nous as envoyé une photo? Bah oui. T'as vu l'annonce? Une copine qui dit première et qui m'a dit ça t'aimerait faire du cinéma parce qu'elle savait que j'avais fait des photos. Et alors elle m'a dit ça. Puis j'ai dit bah ouais, c'est chouette. Et elle l'a envoyé? Tu vas, montre-nous tes profils en soulevant tes cheveux comme ça, pour bien ta nuque. Tu prends tes cheveux comme ça, tu vois? Voilà. Comme ça, tu vois, tu prends avec une main, comme ça, et mets-toi de profil. Voilà. Regarde-nous. De l'autre côté. Mets-toi de profil. Complètement de profil. Regarde le mur. Regarde-nous. Voilà. Maintenant, mets-toi de face. Prends tous tes cheveux, fais comme si tu faisais un chignon. Pourquoi tu t'habilles en bonne sœur aujourd'hui? Oh ça va, hein, je peux habiller en bonne sœur d'abord.
Tu mets des pantalons des fois. Ouais, mais j'ai un jean plutôt crade, très crade. Tu t'es pas venu le mettre aujourd'hui? Ben, pourquoi pas? Si, j'aurais pu. Tu t'es coupé les cheveux? Ouais. Je t'aime, Valérie. Moi, j'ai jamais cessé de t'aimer. T'es au courant pour Marie? Mais Marie, c'était qu'une excuse. C'est pas ce que je veux dire. Elle a pas supporté que ça casse entre vous. Elle s'est tirée la semaine dernière avec un mec en Angleterre. Je me marie dans 8 jours. Alors, ça s'est passé. Alors, on lit quelquefois dans les romans, hein, ou dans les livres, comment le cinéma a commencé. Alors, vous, c'est l'histoire d'une photo envoyée, c'est vrai, cette histoire vous aviez... Ah oui, c'est vrai, c'est il y a 2 ans. J'avais une amie qui avait remarqué donc, cette petite annonce dans Première et qui m'a dit, tiens, pourquoi on n'enverrait pas notre photo? C'est-à-dire qu'elle voulait pas l'envoyer toute seule, en fait. Donc, elle est venue me chercher pour que je l'envoie avec elle. Et donc, moi, je l'ai envoyé comme un jeu avec elle. Pour rire. Voilà, seulement moi, je l'ai envoyé et elle l'a pas envoyé. Ah, voilà. Mais, bon, Oui. ça va toujours faire rêver, ça, on envoie la photo, allez hop, ça y est. Mais alors, il vous arrive un drame, vous étiez au collège, en première? Ouais, j'étais en seconde. En là. seconde. Ouais. Mais alors, gros drame, vous êtes choisi pour hors-la-loi? Gros drame, déjà, on me convoque pour aller faire des essais. Oui. Donc, j'y vais. Alors, ah oui, qu'est-ce qu'on ressent, là? Racontez-moi ça. Non, sérieusement. Ben, vu le caractère, quoi. Oui, je rapporte toujours ça à mon caractère, parce qu'il y en aura d'autres qui auraient été super contentes. Parce que ce qu'il faut dire, c'est que bon, j'ai envoyé donc par jeu et j'avais pas envie de faire de cinéma. Sérieusement. Sérieusement, c'est peut-être pas à dire ce genre de choses. Non, non, faut essayer. Maintenant, alors c'est pas dans 10 ans, je vais vous le dire. Et donc, bon, c'est évident que ça m'a fait plaisir quand maman m'a dit que ces gens-là avaient téléphoné, parce que je me suis dit, tiens, on m'a remarqué, c'est bizarre. Oui. Et donc, j'y ai été, mais comme si j'allais m'acheter un jean un samedi après-midi. Les producteurs sont sous le charme de cette jeune fille pétillante, naturelle et spéciale. Ils la veulent absolument pour le rôle. Charlotte a alors 15 ans. Mais le lancement de sa carrière d'actrice est avorté. Ses parents refusent. Le scénario est bien trop violent. Hors-la-loi, ils disent ok, on vous prend. Hein. Voilà. Ouais, et là, Quoi, gros drame. Après. Oui, après. Bon. Gros drame, là. Oui, gros drame, mes parents n'ont pas voulu. Et pourquoi? Parce qu'ils trouvaient que le scénario était trop violent. Ah oui. Ouais. Ouais. Été 84. L'heure des vacances sonne. Charlotte part avec sa famille au Val-André, se changer un peu les idées et oublier cette déception amère. Mais le monde du cinéma, lui, ne l'a pas oublié. Un matin d'août, elle reçoit un télégramme au Val-André. Vera Belmont, réalisatrice de cinéma, veut la rencontrer. Elle cherche une jeune actrice pour incarner le personnage principal de son nouveau film Rouge Baiser. Elle a vu les essais qu'avait fait Robin Davis et elle est tombée sous le charme de Charlotte. 2 jours plus tard, Charlotte est à Paris. L'entretien avec Vera Belmont se passe bien. La réalisatrice est subjuguée par la jeune fille qu'elle juge parfaite pour jouer le rôle de Nadia, jeune adolescente révoltée et militante communiste des années 50. J'ai l'air de lui plaire. Elle ne me quitte pas des yeux. Elle me fait parler, me complimente sur mon sourire, mon regard clair et vif. Vera Belmont est séduite par la spontanéité, la désinvolture et l'authenticité de Charlotte. Elle a l'insolence des enfants qui n'ont pas peur, comme Nadia. Charlotte part donc sur le tournage de Rouge Baiser qui dure 2 mois. Vera Belmont se montre particulièrement exigeante, notamment avec Charlotte. Mais dans l'ensemble, ce premier tournage se passe bien. Elle partage l'affiche avec l'acteur Lambert Wilson, dont la carrière est déjà lancée. À l'écran, ils forment un couple glamour qui marquera les esprits. Ce premier film qui lance sa carrière est l'occasion pour elle de construire son image d'actrice. Sur les conseils de Vera Belmont, elle change son nom pour le plus glamour Charlotte Val-André, en hommage à la station balnéaire de son enfance. Le film sort le 21 août 1986 et bénéficie d'un bon succès.
Les critiques sont élogieuses. Le monde découvre Charlotte et la presse ne tarde pas à s'emparer de l'image de la jeune actrice qui fait les gros titres des journaux. Elle est le nouveau visage du cinéma français. Les médias font d'elle une graine de star, une étoile. On la compare déjà à Sophie Marceau, qui est l'objet de toutes les attentions depuis la sortie du film La Boum. Alors que sa notoriété ne cesse de croître, Charlotte, elle, détecte rapidement les limites de sa nouvelle vie d'actrice et les désillusions qui pointent le bout de leur nez. Prise dans le tourbillon de sa naissante célébrité, elle se dit à ce moment-là être à la fois fière et agacée de son succès. Elle a l'impression d'exister qu'à travers la caméra, à travers un reflet falsifié de sa personne. Elle se sent utilisée. On prend, on laisse. On prend mon joli sourire et mes yeux bleus. On laisse mes doutes de fillette, mes envies d'enfant. La période qui suit est une période intense pour la jeune Charlotte devenue vedette de cinéma. Ses journées sont chargées, elle ne s'arrête plus. Elle enchaîne les rendez-vous, les plateaux télé, les tournages radio, les séances photos et les événements. On lui propose d'autres rôles dans d'autres films, mais cette période va également être propice aux nouvelles rencontres au creux des nuits parisiennes. Alors qu'elle n'a encore que 17 ans, Charlotte aspire à davantage d'indépendance et de liberté. Elle souhaite quitter le foyer familial. Ses parents acceptent et lui achètent un studio à 2 pas de leur domicile. Un soir, alors qu'elle est chez elle, elle reçoit un appel de son agent qui l'invite à venir le soir même au Palace, une boîte de nuit parisienne très célèbre dans les années 80. Il souhaite à tout prix lui présenter quelqu'un, un homme, et il est persuadé qu'il s'agit pour Charlotte de l'amour de sa vie. Dans son livre L'amour dans le sang, dans lequel elle fait le récit de cette rencontre, elle ne révèle pas l'identité de cet homme, mais elle sème dans son récit plusieurs indices, et il se pourrait qu'il s'agisse de Stéphane Sirkis, guitariste du groupe Indochine, très en vogue à cette époque. Elle le décrit de cette manière. C'est le musicien que j'écoute tout le temps. Il est beau, tout en noir, avec ses cheveux hérissés et ses lèvres en réglisse. Mon prince est un peu typé. Il doit avoir entre 25 et 30 ans. C'est un tendre mâle, pas très grand. Il a l'air fragile, un peu triste. Elle explique également que lors de cette première rencontre, il parle peu, il a bu. Il est un peu bizarre, il a l'air de planer. Une idylle commence alors entre l'actrice et le musicien. Elle dira « Ma vie tourbillonne alors encore un peu plus. Moi et le musicien devenons inséparables. Je suis amoureuse, je me donne corps et cœur pour la première fois. » En juin 1986, elle est contactée par le producteur de l'icône de la pop mondiale du moment, David Bowie. Il a vu le film Rouge Baiser et il veut absolument qu'elle apparaisse dans le clip de sa nouvelle chanson As the World Falls Down. Seulement, alors que tout son entourage s'enthousiasme de ce nouveau projet, Charlotte ne se montre pas plus heureuse que ça. Elle est sur son petit nuage avec son nouveau chéri et elle doit le quitter quelque temps pour le tournage. Elle pense à refuser, mais elle a peur des reproches. Elle a peur qu'on dise d'elle qu'elle a pris la grosse tête. Dans son livre, elle écrit « J'ai pas la grosse tête, elle est vide ma tête, vidée par l'amour. »
Elle part finalement à Londres pour faire ce clip. Une fois arrivée dans cette ville qu'elle découvre pour la première fois, elle n'est pas du tout emballée. Il pleut, elle trouve la ville sans surprise. Mais la cause de son malheur est ailleurs. Son nouvel amoureux ne prend pas de nouvelles d'elle. Il la snob. Première déception. Le tournage du clip l'ennuie. Elle doit simplement avoir l'air triste et nostalgique. Et ça tombe bien parce que c'est son état d'esprit du moment. Elle n'est pas vraiment considérée par l'équipe de tournage. Elle dit n'être qu'un numéro sur ce grand plateau. Elle ne se sent pas à sa place. Elle se demande même ce qu'elle fait là. Elle s'attendait à avoir des scènes avec Bowie, et il n'y en a aucune. Elle l'a seulement vu en coup de vent dans sa loge. Elle dira « Il était sympathique mais ailleurs ». Enfin, pour couronner le tout, le clip ne sera jamais diffusé en France. Deuxième déception. De retour à Paris, Charlotte retrouve son chéri. Elle l'accompagne sur plusieurs dates. Puis ils commencent à se faire de plus en plus distants. Ils passent de moins en moins de temps ensemble. Ils se croisent, elle l'attend. Il est très occupé par son travail. Le groupe a énormément de succès. Des rumeurs commencent à courir. On dit qu'il se drogue, qu'il faut qu'elle fasse attention. Cependant, Charlotte n'est pas dupe. Elle le sait. Elle rêverait qu'il arrête la drogue, qu'elle puisse la remplacer. Il devient de plus en plus absent. Il apparaît, il disparaît. À cette période, Charlotte tourne dans un nouveau film, Taxi Boy d'Alain Page avec Claude Brasseur et Richard Berry. En marge du tournage, un des acteurs du film la drague grossièrement. Il sait qu'elle a quelqu'un mais il force. Face aux réticences de la jeune femme, il commence à se vexer. Il lâche des paroles obscènes devant le regard médusé du père de Charlotte, venu la chercher après une journée de tournage. Un soir, elle va voir son amoureux qui donne avec le groupe un concert au Zénith. L'ambiance est incroyable, la foule est en délire. Les membres du groupe sont en transe. Elle chante avec la foule, elle crie, elle est impressionnée. Une fois le concert fini, elle se dépêche d'aller dans les coulisses pour retrouver son amoureux. Mais elle attend, longtemps. Elle commence à s'impatienter, à s'inquiéter. Un assistant finit par venir à sa rencontre. Il lui explique que le musicien est très fatigué, qu'il n'est pas dans son assiette, qu'elle doit rentrer chez elle. Mais Charlotte ne comprend pas. Le concert a été une réussite, elle aurait aimé le féliciter. On lui dit que c'est impossible. Elle se résigne donc et rentre chez elle, seule. Il finit par l'appeler quelques jours plus tard. Ils continuent de se voir, par-ci par-là, de manière très irrégulière, dans le studio de Charlotte. Février 86. Ce soir-là se tient à Paris la cérémonie des Césars. Charlotte est présente. Elle est nominée dans la catégorie meilleur espoir féminin pour son rôle dans Rouge Baiser. Au départ, ce prix l'indifférait, mais le soir de la cérémonie, l'appréhension commence à l'envahir. Elle aimerait bien le remporter. Ce prix représenterait pour elle un moyen de reconnaissance auprès de son entourage, elle qui n'a ni diplôme, ni bac, puisqu'elle a arrêté le lycée pour devenir actrice. Elle a ses chances, certains pronostics la donnent même gagnante. Elle a également conscience que ce César lui permettrait de faire d'autres films, encore plus grands. Elle est nominée aux côtés de Charlotte Gainsbourg et d'Emmanuel Béard. La soirée se déroule et le verdict finit par tomber. Le prix du meilleur espoir féminin est décerné à Charlotte Gainsbourg, alors âgée de 14 ans, pour
pour son rôle dans le film L'Effronté. Sous les yeux de Charlotte Valandré, la jeune actrice est acclamée par le public et par son père Serge Gainsbourg, qui l'embrasse sur la bouche devant la caméra. C'est elle qui montera les marches comme une éternité. Elle qui se souviendra à jamais de l'élan de la foule splendide. Elle qui pleurera du bonheur d'être préférée. Déçue, Charlotte est alors en proie au doute. Les certitudes des autres n'étaient que des flatteries pour me hisser haut, très haut, pour que je tombe fort, très fort. Quelques jours s'écoulent et Charlotte tente d'oublier sa déception. Elle s'envole vers la capitale allemande pour participer à la Berlinale, le festival international du film de Berlin. Elle est nominée cette fois-ci dans la catégorie meilleure actrice. À ce moment-là, elle n'a pas conscience de l'envergure de cet événement. C'est une fois sur place qu'elle réalise l'importance de ce festival dans le monde du cinéma. Elle et l'équipe du film enchaînent les conférences de presse. S'ensuit la projection du film qui est saluée par les applaudissements et les cris de la salle. On dit que c'est elle qui va recevoir l'ours d'argent de la meilleure actrice. Mais cette fois-ci, elle ne s'autorise pas à y croire. Quelques jours plus tard se tient la cérémonie de clôture du festival ainsi que la remise des prix. On annonce la grande gagnante. Et cette fois, c'est bien Charlotte qui remporte l'ours d'argent de la meilleure actrice, ex aequo avec une actrice brésilienne. Dans son livre, elle décrit les sentiments qui l'ont traversée à l'issue du verdict. Je laisse entrer en moi ce vent chaud, électrique. Je suis heureuse, parfaitement heureuse. De retour à Paris, son amoureux demeure injoignable. Il a disparu, encore une fois. Son silence la préoccupe et la rend malheureuse, mais elle essaye de penser à autre chose et de se consacrer à ses projets personnels ainsi qu'à sa carrière. Un jour, elle se rend à un rendez-vous professionnel avec un très grand producteur de cinéma français. Au fil de l'entretien, Charlotte remarque que son comportement devient de plus en plus suspect, anormal, inapproprié. Il parle comme un moulin, le regard oblique, braqué sur ma bouche. Mal à l'aise, elle s'apprête à partir, avant de sentir une main sur son épaule. Elle se lève, le salue poliment. Puis l'homme perd son calme, il s'énerve. Il lui dit qu'elle n'aura pas le rôle si elle fuit. Conscient de ses débordements, il tente de se faire pardonner en lui caressant la joue. Dégoûtée, Charlotte s'enfuit. Son amoureux lui suggère un jour de faire une prise de sang. En effet, à la fin des années 80, une vague de panique et de psychose touche les jeunes concernant un étrange virus qui sévit en Europe, le VIH. Ils se rendent donc dans un laboratoire. Les résultats finissent par arriver par courrier. Une légère appréhension traverse l'esprit de Charlotte au moment d'ouvrir l'enveloppe. À l'intérieur, elle découvre avec soulagement que le résultat de son test est négatif. Toutefois, un test ultérieur devra être réalisé pour confirmer ce résultat. Elle le fera, oui, mais plus tard, car elle part bientôt au Canada pour le tournage d'un nouveau film, Les Fous de Bassin. L'heure du départ a sonné. Elle part pour 2 mois. 2 longs mois sur un autre continent, loin de Paris, loin de lui. Mais Charlotte est rassurée, car il lui promet de venir la rejoindre. Alors qu'elle se repose après une journée de tournage, elle reçoit un coup de fil de son chéri. Enfin.
Les nouvelles de lui se sont fait rares, mais Charlotte déchante rapidement. Sa voix est bizarre, tremblante, inaudible. Il ne viendra pas. Il la quitte, sans aucune explication. À 5000 km de chez elle, Charlotte se fait quitter par téléphone. La période qui suit est pénible pour Charlotte. C'est une rupture difficile, d'autant plus qu'il s'agissait de sa première relation amoureuse. Et c'est encore plus difficile qu'elle a été quittée en plein tournage. Elle doit s'accrocher pour finir le travail. Pour la première fois, je pense à mourir. Je l'aime comme on aime à cet âge, entièrement. Il n'y avait rien avant lui et rien après. L'amour se barre pour toujours. Avis de mauvais temps, le froid défie l'été, l'horizon est bouché. C'est la fin du voyage. Le tournage se finit. Charlotte rentre à Paris et noie son malheur dans la frénésie de ses sorties nocturnes répétées. Elle passe toutes ses nuits dehors. Déprimée, Charlotte paraît changée. Elle a maigri. Lors d'une soirée, elle rencontre un garçon qui lui rappelle son premier amour. Il se drogue lui aussi. Ils se fréquentent un temps, mais leur relation ne dure pas. Charlotte est une artiste aux multiples talents. On l'a souvent complimentée sur sa voix. Certains, dont David Bowie, l'ont même encouragée à se lancer dans la musique. Et il est vrai que la musique représente l'une des grandes passions de l'actrice qui rêve secrètement de faire partie d'un groupe. Fan de rock et de variété française, elle rencontre Serge Gainsbourg peu de temps après son retour du Canada. Charlotte le connaît peu, elle n'écoute pas sa musique qui n'est pas de son style, pas de son âge. Ensemble, ils passent une bonne soirée et ils se promettent de se revoir pour faire de la musique. Il la contacte quelque temps plus tard. Il l'invite chez lui, rue de Verneuil. Elle chante pour lui faire entendre sa voix. Séduit, il lui propose de composer pour elle. Il aime mon insolence de Lolita, ma juvénilité, mon regard. Cependant, Charlotte n'est pas convaincue. Elle n'est pas sûre d'elle, elle n'a pas conscience de son talent. Ils ne partagent pas le même univers. Elle ne le recontacte pas. Évidemment, c'était une opportunité incroyable pour une jeune fille qui rêve de faire de la musique. Mais Charlotte n'a jamais agi par opportunisme, toujours avec authenticité. Finalement, il trouvera une autre artiste pour qui composer à la place de Charlotte. Cette chanteuse, c'est Vanessa Paradis, âgée de 18 ans à l'époque. Il réalisera entièrement son deuxième album, Variations sur le même thème. Cet album, sorti en 1990, est certifié disque d'or. Une amie de Charlotte l'incite à refaire avec elle un test VIH. Charlotte est parano, mais elle se rassure en se disant qu'elle n'est pas dans la cible, que le virus concerne surtout les homosexuels et les toxicomanes, que les femmes touchées sont très rares. Elle a alors 17 ans. Elle se dit que ça ne s'attrape pas à cet âge le VIH, qu'à cet âge on est immortel. Mais son instinct lui murmure parfois à l'oreille de terrifiantes paroles. Un jour le ciel me tombera sur la tête, ma bulle pètera. Un jour, on me tendra l'addition de mon petit bonheur tombé du ciel, de mon insouciance. Elle a rendez-vous avec un metteur en scène, Jean-Claude Brissot, qui prépare un nouveau film, Noces blanches. Charlotte est tout de suite séduite par le titre du film, elle qui rêve secrètement de mariage et de prince charmant.
cherche l'héroïne de son film. Il lui raconte l'histoire et lui décrit ce personnage d'adolescente perdue, solitaire, sombre et plus que tout amoureuse. Charlotte se sait parfaite pour le rôle. Entre-temps, elle finit par recevoir le courrier du laboratoire. Elle ouvre d'un geste l'enveloppe qu'elle attend depuis plusieurs jours et qui l'empêche de dormir. Elle déplie la feuille du résultat, parcourt obliquement son contenu, jusqu'à ce que son regard se fige sur ces quelques mots. Sérologie VIH positive. Sa respiration se coupe, son cœur se serre, ses muscles se tendent, sa tête bourdonne. Machinalement, elle vérifie que son corps n'a pas changé, tout comme l'aspect de sa peau. Elle scrute ses bras, ses mains, son visage. Rien à signaler vu du dehors, mais à l'intérieur d'elle, dans son sang, un virus s'est installé pour toujours. Son corps encore si jeune. Et c'est bientôt son anniversaire. Elle aura 18 ans. Que faire désormais ? À la fin des années 80, il n'y a pas de traitement disponible pour les séropositifs. Charlotte décide alors d'oublier cette maladie qui l'attaque. Elle fera comme si de rien n'était. Comme si cette lettre fatale n'avait jamais atterri dans sa boîte aux lettres. Elle pense à la personne qui a pu la contaminer. Elle ne saura jamais qui. Elle aurait aimé le savoir pour partager ses craintes avec lui, pour espérer survivre avec lui. Charlotte demeure seule dans ce malheur. À cette époque, on donnait aux malades 3 ans à vivre. Charlotte vivra, oui, elle l'a décidé. Et plus fort s'il le faut. Pendant plusieurs mois, elle répète le rôle de Noce Blanche avec Jean-Claude Brissot. Elle connaît le rôle par cœur. Charlotte aime ce rôle, cette histoire grave. Le tournage doit bientôt commencer. Elle décide alors de dévoiler au réalisateur son secret, pensant que cela aiderait au rôle. Mais Charlotte aurait dû écouter sa mère qui lui disait de ne surtout rien dire, car les producteurs ne veulent plus l'assurer. Ils ne veulent pas prendre de risques. C'est finalement Vanessa Paradis qui récupère le rôle. Encore une fois. Quelques mois s'écoulent et Charlotte dresse un premier bilan de sa vie et commence à regarder en arrière. Ses 2 derniers films, Taxi Boy et Les Fous de Bassan, n'ont pas connu le succès commercial de Rouge Baiser. L'effervescence autour d'elle s'est estompée. Les gens du cinéma commencent à lui tourner le dos. Les compliments et les appels se font plus rares. Les projets aussi. Sur un tournage, elle fait la rencontre d'un des techniciens du plateau avec lequel elle va rester plusieurs années. C'est un homme sérieux. Il ne boit pas et ne se drogue pas. Quand elle lui avoue son secret, il répond simplement que ce n'est pas grave. Il n'en reparle jamais. C'est un homme simple, fou d'elle et apprécié de ses parents. Ils mènent ensemble une vie de couple paisible, un peu trop pour Charlotte. Leur relation est trop parfaite pour ne pas être suspecte à ses yeux. Elle a l'impression de ne pas mériter cet amour. Cette relation dénuée de souffrance la déstabilise. Elle qui a tant souffert auparavant. Les difficultés de leur couple roulent sur lui comme les gouttes d'eau sur un parapluie. Elle ne l'affecte pas, ni son amour pour elle. Il l'aime réellement.
Un nouveau drame touche Charlotte et son entourage. Sa mère est tombée malade. Elle est prise de migraines extrêmement violentes. Elle supporte cela en silence, comme elle l'a toujours fait. Charlotte ne supporte pas de la voir dans cet état et fuit vers ses occupations. Elle finit par être hospitalisée. On lui diagnostique un cancer de l'œil qui doit être retiré et remplacé. Charlotte se demande alors pourquoi cette maladie touche son œil. Qu'a-t-elle vu qui l'a tuée ? Entre-temps, Charlotte se lasse de sa relation avec le technicien. Ils se séparent. Après sa rupture, Charlotte traverse une période de doute. Elle se disperse et multiplie les rencontres, tout en continuant à veiller à sa maladie et à ne pas la transmettre à ses nouveaux compagnons. Alors que son corps ne montrait aucun signe anormal, en février 1995, un examen sanguin révèle pour la première fois depuis 9 ans une baisse significative de son taux de globules blancs. Son système immunitaire commence à défaillir. Charlotte devrait donc se mettre inévitablement au repos. Mais elle ne le fera pas, car Charlotte est amoureuse de la vie. Alors elle s'étourdit encore plus. Elle s'enivre de vie. Elle accélère le rythme. Elle met son corps à l'épreuve. Elle repousse sans cesse les limites. Elle décide de se faire suivre par le docteur Willy Rosenbaum, un médecin spécialisé dans la recherche contre le VIH. Jusqu'alors réticente à prendre un traitement, Charlotte se fait finalement prescrire de l'AZT, un médicament antirétroviral, le premier utilisé pour le traitement de l'infection par le VIH. La prise de ce nouveau médicament est une épreuve difficile pour elle. Les cachets lui arrachent la gorge et lui tordent le ventre. Elle ne sort plus de chez elle. Les effets secondaires sont durs, mais le traitement est efficace. Son taux de globules blancs grimpe, pendant que sa charge virale, elle, redescend. Charlotte participe au casting d'une nouvelle série télé qui sera diffusée sur TF1, Les Cordiers, juges et flics. Le personnage lui plaît, mais la production de TF1 ne veut pas d'elle. Elle souffre d'une mauvaise réputation. Ils choisissent une autre actrice, mais les prises ne sont pas concluantes. Alain Bonneau, le metteur en scène, insiste. Elle décroche finalement le rôle. Et la série fait succès. Ses cachets sont considérables, son personnage est de plus en plus présent à l'écran et séduit le public qui s'attache à cette jeune fille fougueuse. Charlotte est de nouveau dans la lumière. Elle est de nouveau visible. Dans la rue, les passants la remarquent et lui demandent des autographes. Elle refait également surface dans la presse. L'état de sa mère se dégrade irrémédiablement. Charlotte fuit la réalité avec un nouvel amant. Elle voyage. Mais sa fuite prend fin quand elle apprend, au cœur de l'automne, le décès de sa mère. La vie est venue lui rappeler une fois de plus à quel point elle peut être cruelle. Les prochains mois seront durs, inévitablement. Mais Charlotte se relèvera de ce nouvel assaut, un peu plus forte que la veille. Elle rencontre un nouvel homme sur un tournage, un régisseur d'origine roumaine qui ne parle pas très bien français. Elle sent qu'il s'attache à elle mais que l'amour n'est pas sa priorité. Mais Charlotte a un problème, elle n'ose pas lui avouer son secret, elle qui d'habitude n'a pas de difficulté à le révéler. Elle sent que cette annonce mettra un point final à leur idylle. Elle finit par lui dire « Il partira le lendemain », en lui laissant une lettre recto verso, écrite dans un français approximatif, pleine de peur. Dans sa lettre, il écrit qu'il y a 3 mots qui lui font peur dans la vie. Police, armée, sida.
Charlotte finit par se lasser de son rôle dans Les Cordiers. Elle relève un manque d'attention à son égard. Son personnage n'évolue pas. Son jeu d'actrice est restreint. Son talent n'est pas exploité comme elle le souhaiterait. Pire encore, elle a l'impression d'être enfermée dans ce personnage. On ne lui propose plus de rôle, notamment au cinéma. Il ne m'imagine pas faire autre chose, être quelqu'un d'autre que Myriam. Les années ont passé. La trithérapie fonctionne bien. Le virus est presque indétectable. Mais son corps a changé. En effet, le traitement provoque la lipodystrophie de son corps. C'est un changement de la répartition des graisses. Les graisses sont venues se loger dans le haut de son corps, là où elles n'étaient pas, et ses jambes, elles, se sont amincies. Ce changement d'apparence est difficile à vivre pour Charlotte, et les gens commencent à se questionner sur son état de santé. Un jour, dans la cour de son immeuble, elle fait la rencontre d'un homme qui la fait tomber immédiatement sous son charme. Charlotte va alors user de tous les prétextes pour le revoir. Il la reconnaît, il l'a vue à la télé. Un soir, il l'invite à dîner chez lui. 2 semaines plus tard, il la demande en mariage. Le rêve ultime de Charlotte. Ils se marient au cœur de l'été, le 17 juillet 1999. Le couple éprouve rapidement le désir d'avoir un enfant. Charlotte en parle au docteur Rosenbaum, qui lui assure que le futur bébé ne court aucun risque de naître séropositif tant que la mère est sous trithérapie. Quelques mois plus tard, le couple découvre avec joie la grossesse de Charlotte. Leur fille Tara naît durant l'année 2000. Charlotte décide d'arrêter la série Les Cordiers. Leur nouvelle vie à 3 se passe bien, mais Charlotte est paralysée par la peur et la culpabilité. En effet, sa fille doit subir un traitement préventif pendant 1 an. 1 an plus tard, les médecins sont formels. Sa fille est bien née séronégative. J'ai donné la vie, vraiment. Les années passent, leur couple s'étiole. Ils envisagent de se séparer. En février 2002, alors que Charlotte est en voiture avec son père, elle éprouve une violente douleur au niveau de sa poitrine. Quelques minutes s'écoulent et la douleur disparaît. Charlotte et son père ne s'inquiètent pas plus que ça. Ils interprètent cet épisode comme une conséquence de ses multiples angoisses. Cependant, 1 mois plus tard, la même douleur, mais plus vive cette fois, vient se planter une fois de plus dans sa poitrine. Elle en parle autour d'elle, mais personne ne s'alarme. Le mois qui suit, Charlotte a de plus en plus de mal à monter les escaliers. Elle finit par consulter un cardiologue qui lui diagnostique des signes d'infarctus sur son cœur et dont les conséquences sont irrémédiables. Son organe est nécrosé. Charlotte doit donc prendre un nouveau traitement, en plus de la trithérapie. En juin 2003, le corps de Charlotte change brutalement. Son poids chute, son visage s'amincit fortement. Elle est épuisée. Ses mouvements sont au ralenti. La dégradation fulgurante de son état alerte son père, qui l'envoie chez un médecin de province, alors qu'elle est en vacances au Val-André. Affolé, le médecin la prie de se faire immédiatement hospitaliser à Paris. Son cœur n'arrive plus à évacuer l'eau de son corps. J'ai le cœur qui flanche. Une fois arrivée à l'hôpital, elle est immédiatement placée sous oxygène. On lui pose alors un diagnostic imprécis, suspect. Son père veut qu'elle consulte le dernier cardiologue qu'elle a vu, pour être sûre. Mais lors de l'échographie cardiaque, Charlotte remarque des signes de nervosité chez le médecin. Il analyse longtemps les images, puis pose son diagnostic. Il ne lui reste plus que 10% de capacité cardiaque.
Le traitement prescrit n'a pas fonctionné. Elle est placée en réanimation. Charlotte pèse alors 36 kilos. On lui administre des doses colossales de médicaments. Mon souffle est faible, mon ventre toujours gonflé, il est rempli d'eau. Je suis la moitié de moi-même, sèche et osseuse. La vie de Charlotte ne tient plus qu'à un fil, mais l'actrice s'accroche. Je ne crois pas à ma mort, cette garce. Je la tiens à distance. Au fond de son lit d'hôpital, le temps passe lentement. Un jour, une annonce du médecin vient brutalement troubler son quotidien monotone. Le seul moyen de la sauver est de lui greffer un autre cœur. Un matin d'hiver 2003, un appel de l'hôpital de la Salpêtrière finit par arriver. Un greffon est disponible. Charlotte doit se rendre immédiatement à l'hôpital. En 2003, la transplantation cardiaque reste une opération à risque. Sur le trajet en direction de l'hôpital, Charlotte doute, mais elle est convaincue à l'intérieur d'elle que cette opération va marcher. Une fois arrivée à l'hôpital, Charlotte est rapidement préparée pour recevoir son nouveau cœur. J'écoute une dernière fois dans mes tempes le sourd boum-boum de mon cœur d'origine. Il finit aujourd'hui dans un tempo doux. Il a 35 ans et une vie bien remplie. Après l'opération, les médecins analysent son cœur. Ils sont formels. Charlotte aurait vécu 2 semaines, tout au plus. Après quelques semaines passées à l'hôpital sous surveillance, Charlotte est admise en maison de repos à Villiers-Saint-Cast, à l'est de Paris. Elle vit mal cet enfermement. Elle veut partir. Les semaines suivantes, Charlotte perd encore du poids. Elle n'arrive pas à s'alimenter. Elle vomit de plus en plus car elle ne supporte pas son nouveau traitement. Finalement, elle passe 3 longues semaines dans ce centre. Soulagée, elle peut enfin retourner chez elle et reprendre progressivement une vie normale. Mais Charlotte s'ennuie, elle peine à retrouver son quotidien d'avant. Sa vie professionnelle est réduite à néant. Aucun projet artistique ne s'offre à elle. Je pensais que tout reprendrait comme avant. Je suis marquée, diminuée. On ne veut plus de moi. Et j'ai des idées noires. Afin de prendre un nouveau départ, Charlotte se lance dans l'écriture de son autobiographie, L'amour dans le sang. Le livre est publié en 2005. Elle révèle alors au public toutes les épreuves auxquelles elle a été confrontée depuis 20 ans. Entre autres, sa séropositivité et le recours à une transplantation cardiaque. Son livre connaît alors un grand succès littéraire. Les années suivantes, Charlotte remonte peu à peu la pente, notamment grâce à la psychothérapie et à l'écriture. Elle publiera en tout 7 livres, des récits entre fiction et réalité, qui font le bonheur de ses nombreux lecteurs. Elle continue de se produire au théâtre et se lance même dans la chanson. De 2017 à 2019, son rôle dans la série Demain nous appartient marque son retour sur le petit écran.
Le 8 juin 2022, elle publie un post sur le réseau social Instagram dans lequel elle explique que son cœur greffé en 2003 est arrivé à bout de course et qu'elle attend une nouvelle greffe de cœur. Le 14 juin, elle annonce que son nouveau cœur est arrivé. Mais un mois plus tard, le 13 juillet 2022, Charlotte Valandré décède à l'hôpital de la Salpêtrière. La greffe n'a pas pris. Elle avait 53 ans. Elle est inhumée dans la plus stricte intimité, à Pléneuf-Valandré. Charlotte s'en est allée, finalement, après s'être battue pendant 35 ans contre la maladie. Son départ précoce accentue l'aspect terriblement romanesque de sa vie. À l'instar de sa vie, sa carrière a malheureusement été freinée par la maladie et les tabous qui l'entouraient, dans sa course folle vers les étoiles. La vie de Charlotte est le témoignage d'une femme courageuse, bagarreuse, irrésistiblement amoureuse, dotée d'une foi incroyable en la vie. Une femme qui marche avec le cœur, lui qu'elle a si souvent sollicité et qui a fini par s'épuiser.